Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière journée d'IFTM. On a deux ateliers aujourd'hui et on commence ce matin avec un atelier sur le paiement. Alors on est dans une configuration, je vous fais un petit peu juste que vous ayez quelques éléments, on est dans une configuration Silent Room, donc normalement vous avez ces petits boîtiers, vous devez tous m'entendre dans les oreilles. Si vous ne m'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas sur le bon canal, donc dites à votre voisin qu'il faut qu'il se mette sur le canal 50. Vous pouvez gérer le son directement sur votre boîtier aussi, si vous voulez plus fort ou moins fort. Ce n'est pas que la régie qui vous gère le son. Vous êtes autonome là-dessus. Et surtout, je vous demande une chose, c'est de les rendre à la sortie. Parce que vous ne pourrez rien en faire chez vous. Mais pour le salon, c'est compliqué si tout d'un coup, on n'en a pas. Et quand vous allez revenir avec ça chez vous, vous allez le jeter. C'est dommage et ce sera chargé. Donc voilà. Donc pensez bien à les ramener tout à l'heure. OK ? Ça, c'est pour la petite partie technique. Aujourd'hui, on a un atelier sur le paiement avec un titre volontairement un peu provocateur sur le maillon faible ou la clé de voûte du business travel. Le moyen de paiement, ça fait très longtemps qu'on parle de ce sujet dans le voyage d'affaires, mais qu'il est un peu identifié comme un sujet un peu à part. Il vient après, on va dire après les autres commodités, le transport, l'hébergement, les outils, le choix de l'agence. Et plus on avance dans l'évolution de notre secteur, plus on a un secteur qui se complexifie avec un enjeu de maîtrise notamment de la data, d'une optimisation toujours plus forte. Et on se rend compte que quand on analyse ça, en tout cas c'est la sensation qu'on a, c'est que le paiement prend une autre place et une place plus stratégique. Et c'est ce qu'on voulait voir avec notre panel ce matin. Donc j'ai évidemment un panel époustouflant. Je commence, je vous le fais par ordre alphabétique. Donc j'ai Zahir Abdelouab qui est SVP IMIA pour Navan. Merci Zahir d'être avec nous aujourd'hui. Romain Delcroix qui est le patron de Concur France. Merci Romain d'être avec nous. Bruno qui est le patron de l'account management pour Air+. Merci Bruno d'être avec nous. Cédric qui est expert en business travel. Cédric Lefort. Merci Cédric d'être là aussi. Claire Olivier qui est la représentante féminine de notre table ronde, qui est senior directeur Solution Engineering chez BCD Travel, et Guillaume Ridolfi qui est Sales Director Corporate Travel pour S4BT. Merci à tous les 6 d'être avec moi ce matin. Donc on va essayer de décortiquer cette position du paiement dans le business travel et cet enjeu. Je voudrais vous poser une première question qui est un peu pourquoi justement le paiement a-t-il longtemps été considéré comme une simple commodité ou un point de friction. Peut-être, Cédric, tu peux prendre le micro. Alors, je ne vous ai pas dit à vous, mais on a un seul micro. L'autre ne marchait pas, était défaillant, donc il va falloir vous le faire passer. Cédric, est-ce que tu veux... Bonjour à tous. On va essayer de ne pas cracher dans le micro. Donc. Bon, j'ai la... C'est bon, vous m'entendez ? Vas-y, on t'entend. Le plaisir de démarrer. Alors moi, je vois 4 points, en fait. Pourquoi le paiement était plutôt... le mauvais élève en fait dans toute cette chaîne de valeur. Je pense que le premier, c'était que le paiement, il a eu un rôle purement transactionnel en fait avant, c'est-à-dire qu'il venait en bout de chaîne, on faisait la réservation, on payait et finalement le paiement, il était là pour payer la facture, mais il n'a jamais été considéré comme un levier d'amélioration d'un processus ou d'expérience voyageur. Le deuxième point, c'est tout ce qui est en fait lourdeur administrative, c'est-à-dire que pour les entreprises finalement et pour les voyageurs, il fallait faire des notes de frais, il fallait avancer les frais, il fallait récupérer des justificatifs, il y avait beaucoup de paperasse et donc beaucoup d'administratifs. L'autre point, c'est le manque de visibilité, c'est-à-dire que multiplicité des moyens de paiement, pour les entreprises, il n'y avait pas de traçabilité en temps réel et finalement c'était plus un désavantage qu'autre chose. Et le quatrième point, c'est surtout qu'il n'y avait pas d'innovation techno jusqu'à assez récemment. Donc en fait, on ne bénéficiait pas d'intégration, d'API qui étaient relativement robustes et puis de globalisation des moyens de paiement. Donc finalement, pendant très longtemps, le paiement, c'était une case à cocher dans le voyage. Il venait en bout de chaîne, mais il n'a jamais été considéré jusqu'à aujourd'hui ou récemment comme un vrai levier stratégique d'amélioration de processus ou d'amélioration de l'expérience voyageur. Romain, peut-être tu veux compléter cette partie ? Oui, je pense que Cédric a été très exhaustif. Et moi, je pense à un point supplémentaire, c'est l'acceptation du moyen de paiement. On sait que dans certains pays, par exemple, certains moyens de paiement n'étaient pas acceptés. Et ça, c'était un frein forcément à l'adoption.
Et je pense aussi aux voyageurs non fréquents qui ne sont pas forcément équipés de cartes. Et là aussi, jusqu'à il y a très peu, récemment, il n'y avait pas de solution pour ces voyageurs. Donc là, aujourd'hui, on est en train d'évoluer vers quelque chose qui va permettre de couvrir tous les voyageurs. Ouais. Bruno, peut-être toi qui es au cœur du dispositif sur la partie paiement, est-ce qu'on a encore des irritants? Est-ce que tu... Alors, avant, oui, il y avait beaucoup d'irritants, comme l'ont dit les deux premiers intervenants, notamment sur l'avance de frais. Ça provoquait de l'insatisfaction chez les voyageurs. Aujourd'hui, tout n'est pas résolu, même si les solutions récentes et digitales permettent d'aller dans le bon sens. Les irritants se situent également au niveau des départements comptables, où il y avait beaucoup de problèmes pour réconcilier et au niveau de la facturation. Donc, tout n'est pas encore rose, mais nos solutions, en tout cas, permettent une amélioration notable. Ouais. Claire, côté TMC, pour vos clients, c'est encore un irritant? Oui, je pense que c'est encore un sujet qui n'est pas forcément facile à gérer pour nos clients, notamment ce qu'on a beaucoup vu et qu'on continue encore à voir aujourd'hui, c'est un peu une déconnexion entre la prise de décision et l'implication des travel managers ou des acheteurs voyage. La prise de décision des solutions de paiement en amont, c'est ce qu'on disait. Exactement. Quand on parle de paiement, alors, déjà, on va regarder quelque chose qui est beaucoup plus large que juste valider une transaction voyage. On a une intégration du paiement dans une chaîne qui est très longue, des achats jusqu'aux accounts payables. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de décisions qui sont prises au niveau soit de la finance, soit de la compta, qui impliquent pas forcément les opérations du voyage et qui débouchent sur des solutions qui ne sont pas forcément adaptées à 100% aux besoins des voyageurs. Guillaume, toi, qu'est-ce que tu constates là-dessus, justement? Est-ce que c'est encore un irritant? Est-ce qu'aujourd'hui, on a passé ce cap-là et ça peut devenir vraiment un catalyseur? Alors, définitivement, le paiement, il est au centre des discussions qu'on a avec nos clients. Moi, je préciserais quand même qu'on a tendance à opposer le paiement avec la note de frais, qui est pour moi très complémentaire et pas du tout en opposition dans les process, dans les prises de décision, etc. On oublie très régulièrement le voyageur. Tu en parles, mais la prise de décision au niveau de la finance, elle n'inclut pas le voyageur dans les process de paiement de leur voyage à proprement parler. C'est-à-dire qu'on considère que le paiement au moment de la transaction est une commodité et que c'est stratégique au niveau de la finance, qui est une déconnexion qui crée des distorsions dans la manière de gérer la politique du paiement dans l'entreprise. Et le troisième, c'est qu'il y a un problème de globalisation. On ne peut pas traiter l'Europe comme on traite les US, quand on traite la zone APAC, sur les moyens de paiement, parce qu'ils sont nécessairement décorrélés les uns des autres par la force des choses, parce que les marchés sont spécifiques, par la complexité, notamment en Europe, avec les législations, les moyens de paiement et les solutions, et par une zone US qui est très portée par l'arcade plastique et qui a du mal à bouger sur d'autres solutions. Donc ces trois éléments coordonnés font que ça crée, alors tu parlais peut-être de parents pauvres, mais en tous les cas, une distorsion entre les décisions très, très avant-gardistes dans l'innovation du travel et du paiement associé qui est un petit peu en retard. Et puis surtout, un besoin d'uniformité qui est pas encore là et qui est difficile à adresser. Zahir, est-ce que toi aussi tu observes ça parce que vous, c'est une de vos forces, c'est d'avoir intégré travel et paiement et donc c'est une des propositions de valeur très fortes que vous avez pour vos clients. Est-ce que ça veut dire que du coup vous aviez constaté au préalable que c'était un point de douleur très, très important chez vos clients? Alors je dirais qu'effectivement l'ambition au départ c'était d'avoir une expérience sans couture, de bout en bout, et pour tous les utilisateurs. Donc ça concerne les voyageurs, ça concerne la finance, ça concerne les équipes de gestion de voyage d'affaires. Et donc effectivement, le paiement s'est vite rendu compte que c'était un incontournable et que c'était initialement deux systèmes complètement séparés qui fragmentaient l'expérience et qui complexifiaient aussi les tâches du quotidien, les réconciliations pour la finance, etc. etc. Et pouvaient créer aussi beaucoup de mauvaises surprises pour les voyageurs. Donc la raison pour laquelle on a intégré le paiement à la solution, c'est pour essayer d'avoir cette expérience sans couture. Donc c'est effectivement ce qu'on essaie de faire. Pour autant, je pense que
la clé reste dans la flexibilité. C'est-à-dire qu'on a, nous, créé une solution intégrée de paiement, mais on va s'intégrer aussi avec toutes les solutions du marché. Parce que comme vous l'avez dit précédemment, c'est extrêmement complexe et divers le paiement. Il y a différentes currencies, il y a différents pays, il y a différents moyens de paiement. Et donc, nous, notre ambition, c'est de simplifier cette expérience et les intégrations en proposant une solution intégrée et en ayant des connexions avec toutes les solutions de paiement du marché pour que ça soit finalement une intégration sans couture. Donc R+, évidemment, est une solution à laquelle elle s'intègre, mais aussi les cartes, je vois BNP là-bas, le stand, ont des solutions à proposer. Donc nous, notre ambition, c'est d'être le plus flexible possible en intégrant à la fois une solution qu'on propose, mais aussi en se connectant avec toutes les solutions du marché. On va repasser peut-être à Romain. Romain, chez Concur, vous avez comme problématique de devoir aller de plus en plus sur de la connectivité, du multi-sourcing, essayer de permettre à vos clients d'accéder au maximum de produits, ce qui rend les choses à la fois hyper passionnante, qui donne un choix encore plus large aux clients, mais qui rend les choses quand même parfois plus compliquées pour piloter. Est-ce que finalement, ce qu'on entend de plus en plus, c'est que le paiement devient finalement celui qui permet la vérité sur les données? Est-ce que vous constatez ça, vous ? Déjà, je suis assez d'accord avec Zahir, l'interopérabilité, c'est clé entre les différents acteurs. Donc nous, on travaille avec toutes les banques dans le monde, c'est le client qui décide, et derrière, nous, on va faire en sorte de créer une connexion avec la banque pour le voyageur. Parce que finalement, il ne faut pas oublier que c'est le voyageur au final. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il reste dans la plateforme, éviter le leakage. Donc il faut lui donner tous les moyens pour qu'il reste sur la plateforme. Et pour répondre à ta question, oui, je pense que le paiement aujourd'hui permet une vraie exhaustivité. Donc maintenant, l'enjeu, c'est d'aller chercher 100% des transactions qui vont transiter par le paiement. Donc là, c'est notre rôle, effectivement, en proposant des solutions simples et aussi du temps réel au moment du paiement. Ça, c'est vraiment ce sur quoi on travaille aujourd'hui chez Concur. C'est votre enjeu aussi, Guillaume, d'essayer d'aller sur 100% des transactions qui passent par les mêmes moyens de paiement et des moyens coordonnés, adaptés à la bonne zone géographique et qui permettent ensuite d'avoir un reporting complet ? Oui. Ouais. Non, c'est l'enjeu de nos clients en fait. Ouais. C'est pas notre enjeu à nous. Notre enjeu, c'est d'opérer le besoin de nos clients et de faire en sorte qu'ils soient couverts. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi de pouvoir adresser des sujets qui vont arriver très prochainement pour tout le monde. Et la loi, la nouvelle directive européenne sur la digitalisation de la facturation est très liée à ça aussi. C'est-à-dire que les enjeux d'exhaustivité, c'est un point, les enjeux de data, c'est un autre point, mais aussi les enjeux de transformation au niveau des entreprises et d'être capable de capter l'ensemble des flux de paiement d'une manière digitale et de les intégrer aux ERP de nos clients font partie de ce projet-là. Donc la réponse est oui. Je pense qu'il n'y a pas de bonne décision qui peut être prise chez nos clients sans la data. Et pour répondre à ta question précisément, qui était est-ce que c'est un moyen de capter la data, c'est le moyen de capter le bon niveau de granularité de la data pour pouvoir maîtriser les budgets et la dépense, mais aussi prendre les bonnes décisions achat. Bruno, quelles sont les innovations qu'on voit justement, si maintenant on se rend compte que c'est quand même un enjeu qui est stratégique, notamment parce qu'il permet de capter toute cette donnée et de réconcilier au mieux. En fait, quels sont les grands enjeux qu'on voit sur la partie paiement ? En termes d'innovation, on avait commencé, et ça a été rappelé, sur l'interopérabilité. Alors sachant que nous, on se connecte à tous les acteurs du marché. Et ensuite, pour parler purement innovation, sont toutes les solutions digitales, virtuelles, que ce soit les cartes virtuelles, les cartes affaires embarquées sur les portables des voyageurs et nos systèmes de cartes logées qui, elles, sont intégrées dans les back-office des agences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Zahir, tu le rappelais, c'est en gros, on ne veut pas que le paiement soit visible par le voyageur. Il faut que l'expérience soit smooth. Et grâce à toutes ces innovations des dernières années, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que le voyageur, il se concentre sur son déplacement, il fait ses réservations. Et ensuite, nous, derrière, entre guillemets, la magie s'opère et le paiement est fait avec, encore une fois, un détail dans les datas qui est très élevé. Zahir, tu veux réagir dessus sur les innovations qu'on a dans la partie paiement ? Alors oui,
j'essaie de chercher quelques use cases précis d'innovation et qui permettent aussi d'illustrer ce qu'on fait en IA, parce que c'est souvent un sujet assez opaque sur lequel on s'imagine plein de choses. Et donc typiquement chez Navan, il y a 2-3 use cases sympas qu'on peut faire avec l'IA. C'est quand on réserve un hôtel, une IA générative appelle l'hôtel pour vérifier que le CCA est bien passé et qu'on a bien l'autorisation de paiement. Donc, que le CCA est bien passé. Exactement, que l'autorisation de paiement soit bien enregistrée, donc qu'il n'y ait pas une mauvaise surprise en arrivant à l'hôtel. Cette même IA peut appeler l'hôtel si le vol, parce qu'en fait on scanne en direct les actualités de vol, et si on a un vol qui est trop en retard, on va appeler l'hôtel pour s'assurer qu'il garde bien la chambre. Si toutefois l'utilisateur arrive typiquement à l'hôtel et qu'il y a un problème quand même sur l'autorisation, on a intégré directement dans la solution un bouton qui leur permet de renvoyer l'autorisation. Donc il n'y a plus besoin d'appeler le support ou de retrouver la personne qui a la carte de paiement dans la société, etc. Donc voilà, c'est le type d'innovation qu'on essaie de faire pour que l'utilisateur, sans même qu'il le sache, dans le back-end, on aille vérifier toutes les informations et s'assurer qu'encore une fois qu'il ait une expérience sans couture. Claire, tu veux compléter sur les innovations qu'on voit dans le business Oui, bien sûr. Alors, c'est un peu mon cheval de bataille, donc je vais revenir sur le même sujet que tout à l'heure. Je pense qu'au-delà du paiement en lui-même et effectivement simplifier la vie du voyageur, proposer une expérience sans couture, etc., à nouveau, nous, on essaye d'accompagner, on accompagne nos clients dans tout ce qui va se passer en aval du voyage. Donc, une fois que les prestations ont été payées, nous, on propose à nos clients des méthodes assez simples et automatisées pour réconcilier leur statement de carte avec leurs données transactionnelles de voyage. Donc, l'idée, c'est de passer d'une réconciliation qui prend des jours à une réconciliation qui prend moins d'une heure. Donc je pense que quand on aborde les innovations en termes de paiement, on ne peut pas se limiter juste à nouveau à l'aspect transactionnel du paiement. Et je pense qu'il faut tous les acteurs, il faut qu'on se remette dans une configuration où on va regarder l'intégralité de la chaîne. Et donc en termes de partenariat ou de coopération avec les différents acteurs de paiement, ça veut dire que chacun de notre côté, on a besoin de faire les développements dans nos systèmes, potentiellement les fournisseurs de paiement aussi dans leur système, pour que cette automatisation et que cette réconciliation, elle puisse arriver dans l'intégralité des marchés, quelle que soit la forme des données, quelle que soit la qualité des données. Donc je pense que l'innovation, il ne faut pas qu'elle s'arrête aux simples moyens de paiement. Ouais. Ok. Tu veux compléter, Cédric, là-dessus, sur les innovations ou... Je crois que tout a été dit en fait sur l'innovation, même si c'est pas encore totalement abouti, mais il y a une vraie avancée techno qui permet cette fluidification des processus et puis de cohérence surtout entre tous les acteurs. Donc je ne vais pas ajouter autre chose sur les innovations techno. Et justement sur l'enjeu des connectivités ou en tout cas de synergie entre les acteurs, comment est-ce que vous avez quelques éléments à donner peut-être un peu aux gens qui nous écoutent sur comment est-ce que vous travaillez ensemble, comment est-ce que vous collaborez, quelles sont les améliorations en termes de fonctionnalités qu'on peut voir? C'est intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui le paiement c'est devenu un vrai terrain de convergence en fait entre des acteurs qui historiquement travaillaient en silo. Ouais. Alors si on schématise ça avec des grandes catégories, on va avoir les TMC, les OBT qui sont un peu le front pour le voyageur, donc c'est l'expérience, et puis on a le GDS, c'est plus l'infrastructure technologique et la distribution, et puis on a la FinTech sur les moyens de paiement, et tout le monde travaillait un peu dans son coin, et aujourd'hui il y a un... Voilà, j'ai utilisé le mot convergence, mais je pense que c'est vrai, c'est que tout le monde s'est mis autour de la table et s'est rendu compte que ce levier stratégique, il impactait fortement à la fois les voyageurs dans leur expérience et puis les entreprises pour une meilleure traçabilité de l'information, pour des meilleures anticipations de dépenses budgétaires. Et donc il y a une vraie aujourd'hui, je dirais, convergence et cohérence entre tous ces acteurs qui sont là autour de la table. Romain, tu as quelques éléments à nous donner sur comment est-ce que vous fonctionnez tous ensemble sur ce sujet? Oui, bien sûr. Alors, on a des intégrations aujourd'hui, par exemple avec Guillaume, avec le groupe S4 Betty. Donc, eux, à travers l'API qu'on a créé, ils vont pouvoir injecter aussi leurs solutions et leurs solutions de paiement. Parce qu'encore une fois, on a parlé de leakage. Sur l'hôtellerie, je pense que c'est un bon exemple. On est encore à 40-50% de leakage et on sait que l'un des leviers aujourd'hui, c'est le paiement. Donc, on va être un facilitateur finalement. On va avoir ce rôle-là.
Et sinon, un autre exemple, donc là c'est avec, je vais citer un nom, désolé, Mastercard. On est en train de travailler aussi sur l'automatisation. En gros, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est qu'avant que la dépense soit engagée, que le voyageur reçoive une notification pour lui dire qu'il y a eu un paiement qui a été réalisé. Et automatiquement, ça va générer la ligne de frais dans la note de frais. Donc on est vraiment sur... ce qu'on souhaite à terme, c'est que la note de frais s'écrive toute seule pour éviter que le voyageur ait à le faire finalement. C'est vraiment la vision aujourd'hui qu'on a. Ouais. Guillaume, pour toi, le paiement peut devenir un facteur d'amélioration de l'adoption de la PVE et justement d'éviter ce leakage dont Romain parlait, et ça passe par une synergie entre vous tous? Alors, sur l'hôtellerie, c'est le levier principal. Sur la partie air, fer et hautes commodités, on est sur des sujets qui sont maîtrisés depuis un certain temps. Et les taux d'adoption sont assez significatifs pour dire que ça a son effet positif. Moi, sur le sujet de l'innovation, j'ai envie de dire que nous, on n'innove pas collectivement. Je n'ai pas l'impression que l'IA va nous faire innover spécifiquement autour du paiement. L'innovation, elle est sur la capacité à créer la marketplace du paiement qui va nous permettre d'opérer l'ensemble des acteurs du marché globaux pour pouvoir processer le paiement pour le compte de nos clients dans les outils qu'ils ont choisis. Et notamment, c'est ce qu'on fait, je touche plus le micro, c'est ce qu'on fait avec Concur et avec nos autres partenaires, de pouvoir processer à travers une marketplace. Et c'est ça qui va créer l'innovation chez nous, c'est intégrer les fintechs qui, elles, innovent. Et sur certains pays qui sont assez matures, sur la partie l'Asie et un peu sur les US maintenant, on voit ces fintechs, les moyens de paiement dématérialisés qui arrivent et qui deviennent centraux dans la politique voyage, qui viennent du loisir, du quotidien et qui sont importés dans le business travel. Les moyens de paiement logés plutôt en Europe et l'intégration de tous ces nouveaux acteurs bancaires qui veulent aller sur l'innovation par ailleurs. S'il n'y a pas un acteur qui est capable de créer la marketplace, réunir, unifier et avoir un canal de paiement sur l'ensemble des dimensions du voyage qui soit cohérent et qui soit agrégé, alors on va rater une marche d'innovation collective sur ce sujet-là. Et donc, pour moi, l'innovation passe essentiellement par l'agrégation et la marketplace du paiement aujourd'hui. Bruno, tu confirmes ça? Tu es d'accord avec ce qui vient d'être d'être Oui, dit? bien sûr, mais je trouve ce qui est important, et ça a été rappelé également, c'est qu'on travaille tous ensemble. Ouais. Nous, de notre côté, et on l'a rappelé, on travaille avec les SBT, on travaille avec les TMC et les ERP. Et je voulais simplement rappeler que ce qui est très important, c'est que également en coopération avec l'ensemble des acteurs, on arrive à s'adapter aux besoins de chaque client. Parce que c'est bien beau de travailler tous ensemble pour créer, entre guillemets, un monde meilleur et des solutions qui sont fantastiques. Mais l'idée quand même, c'est que ça réponde aux besoins de nos clients. Et moi, ce que je trouve très bien, c'est qu'à chaque fois, on se met en mode projet avec les différents intervenants et qu'on arrive à bien comprendre et à répondre aux attentes de nos clients. Pour moi, c'est quand même ça ce qui est clé dans notre coopération. Qui est important. Zahir, Romain parlait de faire en sorte carrément de faire en sorte que le voyageur n'ait même plus sa note de frais à écrire et qu'elle se fasse toute seule. Vous aussi, vous travaillez sur ces sujets-là? En fait, nous, cette vision, c'est une réalité depuis plusieurs années. C'est-à-dire que on a développé la partie paiement en 2020 et donc maintenant, pour l'utilisateur de façon très concrète, quand il prend un hôtel ou un vol sur la plateforme, on a effectivement le moyen de paiement qui est intégré, que ça soit une carte logée ou Air+, ou peu importe. Donc pour lui, c'est assez transparent. Et quand il voyage, en fait, sa politique de voyage va s'adapter et va descendre sur la carte directement, que ce soit une carte Navan ou que ce soit une carte corpo de chez BNP ou d'autres acteurs du marché. Et donc, et par pays d'ailleurs, on a Citi, on a Barclays, on a tous les acteurs parce qu'on doit s'adapter au pays. Et donc, à chaque fois qu'on va payer, la note de frais est générée automatiquement avec la bonne catégorisation, etc. Si on est en déplacement, on va avoir un compteur frais de bouche qui va se créer parce qu'on a le droit de dépenser les dépenses journalières, etc. Et donc, l'idée, c'est que la carte, non seulement l'Xpend se crée automatiquement
uniquement. Et lié au calendrier, si c'est un dîner client, ça va aller chercher les personnes du calendrier et les rajouter dans la note de frais. Et on a un bouton avec l'IA générative maintenant pour faire la description. Donc finalement, on a juste la note de frais à regarder. Une fois qu'on a fait le paiement, la note de frais se crée. On génère le commentaire, on vérifie que la catégorie est bonne, on envoie et en fait on n'a plus de note de frais. Donc c'est déjà quelque chose qu'on fait qui effectivement facilite grandement la vie des voyageurs. Okay. Et pour la finance aussi, le delta c'est quoi? C'est que si on fait pas ça, on met notre note de frais dans la poche, on attend 3 mois pour créer sa note de frais et la finance réconcilie entre 4 à 6 mois après que le paiement ait eu lieu et donc de façon rétroactive on ne peut plus mener des actions correctives. Claire, ça c'est un de tes... Enfin bon, c'est ton cheval de bataille, tu le dis tout le temps, mais c'est parce que tout ce qui vient d'être dit, c'est dans un monde idéal où effectivement, du coup, on crée la bonne marketplace et que tout fonctionne bien et que ça s'opère bien avec les acteurs du travel. Et ce que tu me disais aussi quand on préparait, c'est que finalement, et tu l'as dit en introduction, c'est que parfois la décision du moyen de paiement, elle ne relève pas du travel. En réalité, elle relève d'ailleurs parce que c'est un moyen de paiement qui sert pour acheter aussi toute autre commodité hors travel. Et ça peut rendre les choses compliquées. Comment est-ce que vous... Enfin, est-ce que vous avez parfois un rôle ou est-ce que vous arrivez à donner des billes aux travel managers et aux acheteurs pour qu'eux, ils puissent pousser pour que la commodité travel, elle soit prise en considération dans le choix? Oui, tout à fait. Je pense que tout autour de la table, on a le même rôle d'accompagnateur, voire parfois d'éducateur. Ouais. Éduquer l'industrie, on n'a pas forcément des interlocuteurs qui sont très versés dans le paiement, parce que ça reste un sujet qui est quand même compliqué, opaque, et c'est pas, comme Cédric disait en introduction, c'est pas forcément par là qu'on commence. Ouais. Donc oui, nous, on accompagne nos clients dans alors l'identification des besoins, peut-être la formalisation des besoins, et exprimer ses besoins. Je ne sais plus, un des intervenants a mentionné des façons de faire et des outils différents. Donc, ne serait-ce que regarder d'où les voyageurs partent, où ils vont, à quelle fréquence, quel type de produits ils ont besoin de consommer dans l'intégralité de leur voyage. Ça nous aide, nous, à aider nos interlocuteurs acheteurs voyage ou chargés de voyage à créer le bon business case en interne pour avoir effectivement une influence sur cette prise de décision. Ouais. Guillaume, vous, à votre niveau, vous sur S4BT aussi pour Romain Conqueur, vous arrivez à avoir justement ce rôle pédagogique et d'aider la prise de décision pour que le système de paiement il fonctionne avec toute la partie travel ou pas? Oui. Ouais. C'est surtout parce qu'on a des métiers qui sont complexes et qui sont très hétéroclites d'une catégorie à une autre. On ne peut pas adresser l'aérien, le train d'un pays à un autre, comme l'hôtellerie, qui est extrêmement éclatée comme catégorie d'achat. Et souvent, ce qui nous revient, c'est que le fait de centraliser du paiement déresponsabilise le voyageur. Et donc une forme de perte de contrôle de la catégorie achat concernée. Et c'est là où nous, on doit prouver très clairement par des business cases et par l'expérience qu'on a, que c'est en fait l'effet inverse. On travaille énormément avec Airplus sur ce sujet-là pour éduquer l'ensemble du portefeuille des clients qui voyagent à comprendre que le paiement est vertueux et amène de la compliance. Et n'amène pas de la déviation budgétaire ou des comportements qui seraient en dehors de la politique voyage. Et ça fait partie d'un phénomène d'éducation qui vient du fait que le paiement est extrêmement sensible et géré par une autre catégorie que les métiers. Ouais, c'est ça. Et donc avec des points de vue et des idées reçues qui sont parfois un peu dures à faire changer. Différent. Bruno, tu veux compléter et illustrer peut-être justement comment est-ce que vous travaillez ou avec des clients, comment est-ce que vous allez chez les clients, vous faites de la pédagogie, vous faites des réunions avec eux Oui, tout à fait. Et Guillaume l'a très bien dit et ça a été rappelé tout à l'heure, c'est que la donnée qui est issue du paiement, alors tout en restant humble bien entendu, c'est un petit peu la donnée vérité du business travel puisque c'est ce qui sort des comptes de nos clients. Et Guillaume l'a très bien expliqué, c'est que lorsqu'on passe la première barrière de oui, ça va déresponsabiliser les voyageurs et c'est un petit peu open bar. En fait, les clients, quand on leur explique et qu'on fait des ateliers, ils s'en rendent compte que c'est exactement l'opposé, puisque intégrer des solutions de paiement dans les différents outils, ça permet au contraire une visibilité accrue
et un contrôle des dépenses possibles, et donc qui est en ligne avec la politique voyage. Donc tout à fait, avec Guillaume et avec d'autres acteurs, on passe du temps à expliquer, à rappeler les chiffres de l'industrie, et surtout à rassurer un petit peu en disant aux clients, ces dépenses, elles existent chez vous. Donc c'est une chimère de dire qu'intégrer des moyens de paiement, ça va les faire exploser. C'est simplement, elles seront maîtrisées. Et donc ça, c'est effectivement un point clé de notre action. Ouais. Romain, ça veut dire que, si tu veux compléter ce point-là, et puis juste si tu peux rajouter, ça veut dire que j'imagine chez le client, vous avez des nouveaux interlocuteurs aussi sur ce genre de sujet. Vous n'avez plus que les travel managers et les acheteurs en face de vous. Effectivement, c'est souvent la finance qui traite le sujet des cartes. Moi, je voulais revenir sur un point évoqué par Guillaume, c'est la compliance. Je pense que le paiement aussi est une réponse à tout ce qui est faux reçus générés par IA. On en a tous entendu parler, les faux reçus générés par ChatGPT. Et je pense que le paiement peut nous aider justement à contrer ça. Donc c'est vraiment, c'est là où le paiement peut devenir stratégique pour une entreprise. Que la fraude, c'est quand même 5% de perte de chiffre d'affaires pour une entreprise. Et les notes de frais, c'est le 3e poste de dépense. Donc pour moi, il y a un vrai enjeu et le paiement va servir à régler ce problème. Tu veux compléter ou nous dire si tu vois encore des freins à lever? Est-ce qu'on a encore d'autres freins à lever sur le sujet pour que ça devienne vraiment très central? Des freins, il y en a encore plein. Ouais. Le premier, c'est quand même la technologie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de systèmes hétérogènes et que les intégrations entre tous ces systèmes n'existent pas encore, c'est-à-dire que ça va prendre du temps. Le deuxième, c'est le frein au niveau des entreprises, c'est-à-dire que historiquement, je pense que la note de frais notamment, c'était une case à cocher. Et que donc, perdre cette notion un peu physique dans le parcours du voyageur, ça refroidit encore quelques entreprises. Et j'en viens aux voyageurs, même chose, il faut les faire changer d'habitude. Et le paiement personnel permettait parfois de cumuler des points auprès de certains fournisseurs. Et ils ont un peu l'impression aujourd'hui qu'ils perdent en flexibilité ou en contrôle, puisque finalement tout est géré par l'entreprise. Il y a de l'éducation, et c'est le rôle notamment des travel managers, et je crois qu'on va en parler après, mais il y a un vrai rôle pédagogique et d'éducation pour expliquer les avantages à la fois pour l'entreprise et à la fois pour les collaborateurs. Alors justement, parle-nous de ça. Comment est-ce que tu penses que les travel managers peuvent aider sur ce sujet-là? Encore une fois, alors j'utilise souvent le mot historiquement, mais si on prend 3 catégories principales qui sont les achats, la finance et le travel management, la finance, c'était le paiement. Voilà, ça s'arrêtait chez eux. Les achats, c'était la relation fournisseur, la négociation. Et le travel manager, il était opérationnel. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un vrai catalyseur au sein de tous ces processus-là, parce qu'il a une vraie vision holistique du marché, des voyageurs, de leurs problématiques, des irritants. Il est impliqué dans la politique voyage et sa définition. Donc il est obligé d'être maintenant au centre des débats et d'avoir ce rôle de coordinateur auprès de tous ces services. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est que finalement, il ne faut plus considérer le paiement comme un élément isolé d'un programme voyage, mais d'un vrai levier permettant de mettre toutes ces petites personnes autour de la même table et puis d'aller dans le même sens. Donc je pense que son rôle, il est à redéfinir très clairement. Et puis il a un rôle aussi très pédagogique, c'est-à-dire qu'il est proche du terrain, donc il peut aussi expliquer facilement et faire ce lien justement avec les départements finance et achat. Zahir, sur les freins qu'évoque Cédric, que sont cette culture de la note de frais case à cocher, vous le constatez ou pas auprès de vos clients que quelque part ils ont du mal à aller vers une nouvelle façon de fonctionner parce qu'ils ont l'habitude de la note de frais et qu'aller sur quelque chose de plus fluide, c'est quand même compliqué, il y a de la pédagogie à faire? Alors non, sur la note de frais, au contraire, c'est la libération. Ne plus avoir de notes de frais à faire et prendre en photo instantanément et avoir effectivement les reçus automatiques qui sont générés. Par exemple, on va s'intégrer avec plusieurs solutions. Si on paye un Uber, on est connecté à Uber et donc le reçu vient directement de Uber. Ça évite la fraude et puis ça évite d'aller chercher le reçu dans l'application, etc., etc. Donc ça, la simplification de la vie pour les utilisateurs, ce que ça génère, c'est plutôt un sentiment de satisfaction et donc une utilisation
accrue de la solution. Il n'y a aucune raison de ne pas utiliser le moyen de paiement fourni par l'entreprise si la note de frais est générée automatiquement. C'est fabuleux. Donc, au contraire, je pense que ça permet de fluidifier et en fait, ça permet même d'augmenter l'adoption sur la partie travel parce que finalement, toute l'expérience est intégrée. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a aucune raison de booker en dehors de la plateforme. Non, il n'y a pas de raison et ça paraît comme ça sur le papier, effectivement, une évidence. Mais ce que Cédric dit, c'est qu'il y a quand même en interne, comme il y avait avant les assistantes voyage qui avaient du mal à aller sur les outils, qui avaient du mal à accepter les outils en interne parce qu'elles avaient l'impression que leur poste allait être supprimé et que ça a été un des gros sujets du business travel il y a quelques années. Là, ce que Cédric dit, c'est ça, c'est de dire... Est-ce qu'il y a de la pédagogie à faire et est-ce qu'il y a un peu de résistance interne chez vous sur ces sujets-là? Parce que les assistantes, effectivement, je pense que sur ces projets-là, c'est vraiment la population à accompagner dès le départ dans la conduite du changement et les rassurer sur le fait qu'effectivement, ça ne veut pas dire qu'elles n'auront plus de visibilité sur la partie voyage, mais qu'elles peuvent avoir un outil qui leur permet d'avoir plus de flexibilité sans avoir à envoyer un email à quelqu'un pour savoir quels sont les vols disponibles, etc. Mais sur la partie note de frais, j'ai envie de dire, c'est quand même plus simple parce que l'expérience d'une assistante sur les notes de frais, c'est quoi? C'est qu'elle reçoit une fois par trimestre une enveloppe grosse comme un classeur des 3 derniers mois et on lui dit bonne chance, fais-moi mes... Et donc je pense que personne n'aime ça. Donc effectivement, au moins sur ce pan-là, ça leur permet quand même d'éviter une tâche rébarbative que personne n'aime. Donc moins que sur le travel, je pense. Claire, je te vois. Oui, moi je voudrais juste revenir sur quelque chose que Zaïd a dit, c'est il n'y a aucune raison de ne pas utiliser le moyen de paiement fourni par l'entreprise. Moi j'en vois une excellente, c'est l'acceptation du moyen de paiement. On a encore notamment quand on est en voyage, alors imaginons PCD Travel me donne une carte, je suis drôlement contente, je vais dans un pays où le cash est encore roi, comme on dit, ou bien où les paiements en peer-to-peer par QR code sont légion. On peut penser à des régions comme l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, etc. Qu'est-ce que je fais de ma carte plastique, en fait? Et je pense qu'un des freins à avoir cette situation idéale où les paiements peuvent couvrir l'intégralité des besoins, on centralise tout, on génère des notes de frais automatisées, c'est justement cette diversité des pratiques dans le monde entier. Et je pense que c'est peut-être un des sujets que tu voulais aborder à la fin, mais globaliser le paiement, ça va être extrêmement compliqué, justement, parce qu'il y a ces habitudes, ces façons de faire, ces pratiques et des législations qui sont différentes dans le monde entier. Ouais. Alors, comment on fait, justement? Moi, je pense que la bonne approche, c'est de comprendre exactement comment le voyage se déploie au sein de l'entreprise. Et je pense qu'une solution unique, ce n'est pas une bonne idée, notamment pour les entreprises qui ont un programme qui est très divers. Beaucoup de point of sale, beaucoup de destinations différentes, beaucoup de types de voyageurs aussi. Je pense qu'on a on doit obligatoirement se poser la question de potentiellement la multiplicité des paiements. Bruno, sur ce sujet de la globalisation? Évidemment, je suis d'accord avec ce qui a été dit et beaucoup de nos clients, surtout les grands groupes, rêvent d'une solution globale, valable partout, mais Claire a complètement raison. Il y a certains pays, en fonction de la culture, en fonction de la législation, où ce n'est pas possible. Après, c'est pour ça que nous, par exemple, chez Airplus, on propose différents modes de paiement. On a la carte logée sur un réseau, les cartes virtuelles et les cartes affaires, les cartes plastiques. Alors effectivement, dans les pays où le cash est roi, on ne peut pas faire grand-chose, mais on peut quand même retirer du cash avec une carte plastique. Donc oui, la solution unique globale, je pense, n'existe pas ou pas encore. Et ensuite, il faut savoir s'adapter via ces solutions aux exigences locales. Guillaume, tu veux compléter? Je te vois. Oui, je suis content parce que Claire a mis le doigt sur un élément clé. Quand je parle de marketplace, c'est exactement ça. On a lancé un grand projet dans le groupe S4BT qui consiste à devenir, pour le compte de nos clients, cette marketplace-là. On fait du paiement depuis très longtemps, donc on ne découvre pas le paiement. Et pour certains clients qui se déplacent par exemple en Afrique, on débraye sur des moyens de paiement qui sont acceptés en allant, on ne va pas jusqu'au cash parce qu'on a des raisons évidentes qui ne nous permettent pas, mais des virements bancaires pour payer l'hôtel, on le fait quotidiennement et on le réimpacte sur le moyen de paiement choisi par le client pour globaliser l'ensemble de sa dépense. Mais pour ça, il faut un acteur agnostique qui soit capable d'aller facturer de la LIPAI en Asie,
refacturer sur de l'Air Plus ou du Amex ou du City, voilà, et ça en gardant le niveau de qualité de données, en gardant l'intégralité à 360 des capacités de paiement et en conservant la ligne de crédit qui sera celle du client in fine et qui est aussi quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans la manière de gérer. Donc ça, c'est un acteur agnostique qui peut le faire. C'est pas un seul moyen de paiement ou c'est pas une seule TMC ou une seule technologie. Donc ça, je pense que ça manque. On a eu des initiatives qui ont existé, qui ont été rachetées, qui sont désagrégées un peu dans leur capacité à gérer ce besoin-là. Donc nous, on pense l'adresser. Et je veux juste aussi dire, pour compléter, que le paiement ne vient pas annuler la note de frais. C'est pour ça que tout à l'heure je disais on a tendance à les opposer, mais pas du tout. On peut simplifier, automatiser, mais ça ne vient pas du tout l'annuler. Ça ne vient pas du tout la sortir. On aura toujours un collaborateur qui paiera son petit déj sur place, en cash, en carte. On aura toujours un taxi qui ne sera pas en full digital et ne viendra pas alimenter la note de frais. Donc ce qu'il faut, c'est simplifier par le paiement au maximum le processus de note de frais, venir compléter cette note de frais par les éléments qui sont inhérents au voyage et arriver à capter l'ensemble de la dépense de manière vertueuse. Romain, tu veux là-dessus, vous êtes pareil, tu as cette vision-là d'une marketplace qui doit être mise en place pour pouvoir, ou non, tu te dis on va aller vers une standardisation à un moment ou à un autre? Je voulais revenir sur ce qu'a dit Guillaume. Effectivement, dans une note de frais, il y a plusieurs lignes de frais. Donc au final, si déjà on arrive à faire 90% en automatique, les connexions avec Uber par exemple, là on va enlever vraiment de la charge au collaborateur. Et si sur 10%, il doit faire ça lui-même, on a une application mobile, ça reste quand même quelque chose de facile. Pour revenir sur un seul acteur ou plusieurs acteurs, moi je pense qu'il y a une différence entre ce que va vouloir la finance. Ce que la finance va vouloir globaliser pour des intérêts évidents, c'est le rebate de fin d'année avec son prestataire bancaire. Et c'est là où le travel manager peut apporter aussi une vision différente en lui montrant la réalité du terrain aussi, en montrant que en fait ça c'est un vœu pieux d'avoir une seule solution globale. Même si on a des moyens de paiement divers, on va avoir des difficultés dans certaines zones géographiques. Donc voilà, je voulais juste revenir sur ce point. Cédric, une solution unique, une standardisation, c'est possible ou non? Alors il y a des avantages et inconvénients entre la globalisation et la localisation, régionalisation. Moi, mon idée, c'est qu'il faut un socle commun tout en prenant en compte des adaptations locales. Alors c'est facile à dire, mais pour toutes les raisons qui ont été évoquées, c'est-à-dire les problématiques de taux de change, les problématiques de monnaie, les problématiques de paiement, de solutions de paiement ou de moyens de paiement qui ne sont pas acceptés dans certains pays. Il y a des pays où le papier est encore obligatoire. Donc avoir une solution globale, ça me semble un peu utopique aujourd'hui. Néanmoins, je pense qu'on prend cette direction-là, tout en prenant en compte évidemment de la flexibilité pour adresser des problématiques marché particulières. Zahir, ton avis sur ce sujet, toi, solution globale, c'est possible, standard ou... En fait, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur la règle des 90-10. C'est-à-dire que je pense qu'on a beaucoup eu tendance à aimer complexifier les sujets. Nous, notre approche, c'est de dire on doit simplifier. 90-95% des cas sont des cas standards où effectivement on va pouvoir payer avec une solution. Et ça, c'est ce qu'on met en avant. Sur les 5%, j'ai envie de dire qu'on paye en cash, en crypto ou en noix de coco, l'utilisateur il va réussir à le faire. Et donc à ça, on ne peut pas y faire grand-chose. C'est-à-dire que soit il a une carte, il va tirer l'argent, il va payer, soit il va payer avec ses propres moyens. En revanche, ce que nous, on peut faire, et ce qu'on a mis en place il y a déjà quelques années, c'est l'avance de frais, ou le remboursement de l'avance de frais. C'est-à-dire qu'on a un système où, évidemment, on peut scanner nous-mêmes notre note de frais. Et donc, si là, je paye en noix de coco au stand de café et que je scanne ma note de frais et qu'elle est validée par la finance, Navan va m'avancer ou va me rembourser ma note de frais dans les 48 heures et en fin de mois, on va envoyer une note à la société pour rembourser toutes les
avances de frais qu'on a fait. Donc ça, on peut aider les compagnies à le faire. Mais j'ai envie de dire, les cas isolés, l'utilisateur trouvera toujours un moyen de payer, faire sa note de frais manuellement en scannant. Et donc nous, ce qu'on peut faire, c'est aider l'avance de frais. Parce qu'en fait, ce qui est douloureux pour l'utilisateur, c'est effectivement de payer dans un pays pendant 2 semaines tout en cash et d'être remboursé 3 mois après, parce que dans le process de la société, on n'est pas capable de faire ça plus rapidement. Donc nous, on va lui rembourser en 48 heures et ensuite, on va se faire rembourser par la société. Ok, merci. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? On a des questions? Oui? Non? Je continue. Je continue. Alors, Guillaume, peut-être je vais commencer par toi sur cette question, mais est-ce que pour toi, le paiement peut être le prochain grand chantier du business travel, comme on a vu NDC pendant un moment, la RSE aussi, qui sont encore des chantiers en cours, mais en tout cas qui avancent. On se rend compte que le moyen de paiement, on entend moins parler. Dans ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même des enjeux très forts et qu'effectivement, ça peut être vraiment stratégique. Est-ce que c'est le prochain grand chantier pour toi? Les 2 prochains grands chantiers, c'est le train et le paiement. Le train et le paiement. Le train, on l'a déjà adressé, on continue, mais ça reste encore quelque chose qui est en mutation et qu'il faut adresser marché par marché. Ouais. Et je fais le parallèle parce que c'est assez similaire. Et le paiement, c'est un sujet qu'on adresse marché par marché. Et on parle depuis tout à l'heure de globalisation, mais c'est surtout un sujet marché par marché. Donc oui, c'est la prochaine. Alors c'est pas la révolution parce que du paiement, on en fait tous depuis très longtemps, mais c'est la prochaine évolution qu'il va falloir adresser avec un métier du paiement qui n'est pas inhérent au business travel, qui est en pleine mutation. Et c'est cette évolution qu'il faut adresser très rapidement pour 2 raisons que je vais compléter sur les propos de Cédric. Tu parlais d'achat, de finance et de travel management. Moi, je vais rajouter 2 sujets là-dessus. C'est la RH. Et le marketing. La RH parce que quand on parle de paiement, on parle du voyageur et donc on parle de la manière dont les entreprises vont faire voyager leurs collaborateurs de manière responsable, y compris de la manière dont ils vont faire les avances de frais, enfin avancer en tous les cas tous les éléments du voyage, ou en tout cas éviter de les avancer. Et donc ça c'est un élément RH fort. Et le marketing parce qu'il y a un sujet de marque employeur par ailleurs. Si vous ne développez pas les bons outils, les bons moyens de paiement et les bonnes solutions aux voyageurs, vous avez un sujet de marque employeur dans certaines industries où le recrutement est un élément challenging. Voilà. Donc le paiement, il va être transverse sur tous ces métiers, mais aussi sur le métier de la RH et du marketing et de la com externe. Donc une évolution qu'il faut adresser et qu'il faut adresser, je pense, très rapidement parce que le métier du paiement est en train de changer plus rapidement que la capacité des entreprises à l'adresser. À s'adapter, ouais. Merci. Même question, Cédric, je vais vous poser la même question à tous. Est-ce que c'est le prochain grand chantier pour vous ou pas? Ça l'est déjà. Je pense qu'on est dedans. Le gros avantage, je pense, du paiement, c'est qu'il donne des résultats très rapides et visibles. En fait, il est un peu à la croisée des chemins de tout, c'est-à-dire qu'il offre une meilleure expérience voyageur, il permet un meilleur pilotage de la donnée parce qu'on a de la donnée en temps réel et de la donnée factuelle. Un paiement, c'est une vraie donnée, une réservation, ça se modifie, ça s'annule. Le paiement, il reflète la réalité. Et puis c'est un meilleur monitoring des coûts également pour les entreprises. Donc je pense que vraiment le paiement, il adresse toutes les problématiques que je viens de nommer, mais c'est déjà là. Donc en fait pour les entreprises, c'est visible très vite. Encore une fois, on va parler de l'adoption et de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est-à-dire à quelle vitesse on avance sur ce sujet-là. Et on peut intégrer, Guillaume disait les RH et le marketing, mais on peut intégrer un sujet annexe qui est la RSE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le paiement permet aussi de tracer les émissions carbone et de restituer tout ça dans des outils comptables, dans des outils de reporting, et donc d'aider les entreprises à s'améliorer sur ce sujet-là. Merci. Romain ? Oui, alors pour moi, c'est vraiment l'enjeu, c'est la démocratisation des moyens de paiement finalement. Parce que si on regarde la France, je trouve qu'on est quand même déjà bien équipé. La plupart des entreprises ont des cartes logées pour l'aérien, le train, on a les cartes virtuelles, on a les cartes corpo individuelles. Maintenant, l'enjeu, c'est réussir à globaliser et à démocratiser le moyen de paiement aussi pour les voyageurs non fréquents qui aujourd'hui peut-être sont pas suffisamment équipés. Ok, merci. Romain ? Oui, effectivement, je suis d'accord. Ce n'est pas le futur grand chantier stratégique puisqu'il est déjà là. On l'adresse tous ensemble.
Et pour des raisons très simples, c'est que ça touche 3 domaines selon nous qui sont très sensibles dans une entreprise. C'est la satisfaction du voyageur. Ça touche également la performance économique, on l'a vu, puisque ça permet de créer un lien entre le travel management et les achats et la finance afin de mettre au point et de construire une vraie stratégie d'entreprise. Et le dernier point, c'est, comme on l'a dit, au niveau RSE, les moyens de paiement permettent à la fois de réduire le papier, puisque toutes ces solutions sont intégrées dans les outils, donc il n'y a plus de facture papier qui est envoyée. Également d'apporter des données, encore une fois très fiables, pour piloter les émissions carbone. Zahir, et puis on finira par Claire peut-être. Zahir, tu veux? Pas grand chose à ajouter, c'est effectivement pour nous continuer à innover en continu. Sur le paiement, ça veut dire avoir de plus en plus de partenaires. On a développé notre solution. Est-ce que vous avez une solution interne aussi, hein? On a une solution de paiement. Oui, mais cette solution interne, elle est aussi backée par des partenaires. Ouais. Donc on a commencé à développer la nôtre, puis ensuite on a été voir toutes les banques pour utiliser leur système de paiement ou le rendre compatible, c'est-à-dire que ça soit transparent pour la compagnie. On a intégré Brex Paiement également, qui est une solution assez répandue aux US et qui se déploie maintenant en Europe. Donc en fait, on va essayer d'aller travailler avec tous les partenaires de la place pour rendre l'intégration la plus simple possible pour les clients. C'est encore du coup, il y a un gros chantier chez vous avec beaucoup d'enjeux de développement et... On a déjà fait pas mal déjà sur le paiement, donc, mais il y a toujours un peu plus à faire. Ok, merci. Claire, gros chantier ou pas? Pour terminer, je suis d'accord sur le fait, le constat que le chantier il est déjà largement entamé. Hein. Tous les opérateurs du voyage, on en représente beaucoup, on travaille tous très dur dessus. On a tous produit beaucoup d'outils ou de processus pour aider nos clients. Je pense que, pour remettre un peu ma casquette d'ancienne consultante, moi, je trouve que l'optimisation des moyens de paiement et la modernisation des moyens de paiement, ça va nous permettre d'avoir accès à de la data, mais pas forcément uniquement de la data pour piloter le voyage, ça va être de la data un peu créative qui va nous permettre de donner potentiellement des informations différentes aux voyageurs pour supporter leur choix de voyage et de la même façon aux acheteurs. Je pense à par exemple, nous on vient de lancer ça dans notre outil de réservation maison, on a un pourcentage d'acceptation des cartes virtuelles par hôtel. C'est pas de la donnée de pilotage, en revanche c'est de la donnée qui est extraite du paiement et des paiements qui ont eu lieu, qui nous permettent d'indiquer à nos voyageurs si leur carte virtuelle elle va être plus ou moins bien acceptée dans un hôtel ou pas. Okay. Et je pense qu'avec le temps on va découvrir de plus en plus d'utilisation de cette donnée de paiement qui va nous permettre d'avoir des meilleures interactions avec les voyageurs et avec les chargés de voyage. Pas que sur la partie pilotage. Au-delà de la partie pilotage. Une question? Dernière possibilité. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je voudrais juste poser une question par rapport à la sécurité. En tant que travel manager, nous avons des soucis. J'ai des soucis avec des régions qui n'acceptent pas les autorisations de paiement par carte et qui demandent forcément des virements. Et bien sûr, les virements, ça prend du temps et là, ça nous embête par rapport au check-in de la personne qui voyage. Donc, est-ce que l'enjeu sécurité, il est pris en considération par rapport à l'innovation au paiement? Oui, on parle innovation, paiement et tout, mais on n'oublie pas la sécurité, c'est très important. Donc, est-ce qu'on prend en considération le point sécurité sur les innovations de paiement? Moi, je suis au Maroc, donc Afrique. Donc, je ne sais pas si vous prenez en considération cet enjeu-là. Merci. Alors, il y a deux sujets. Il y a la sécurité et la sécurisation du paiement à l'hôtel. La sécurité, elle est managée par l'ensemble des processus. Donc, globalement, quand vous générez un paiement pour le compte d'un tiers, nos métiers, c'est de faire en sorte que c'est le tiers qui le débite au montant qui a été défini et que ça soit sécurisé pour pas qu'il y ait de fraude ou d'éléments de déviation de la dépense. Ça, c'est l'aspect sécurité du paiement. Quant à la sécurisation du paiement, tu parlais de crypto, de noix de coco, moi je trouve que c'est pas du tout à la marge. Je trouve que c'est un élément clé et vous en faites la démonstration. Il faut savoir opérer des paiements qui ne sont pas des paiements spécifiques par carte virtuelle. Et donc le virement à proprement parler, il est chez nous opéré de manière très rapide, mais
avec des règles de sécurité et de validation qui sont extrêmement encadrées. On ne fait pas de virement sans avoir contrôlé que la personne à qui on fait le virement, l'établissement est bien l'établissement hôtelier, que l'hôtelier a bien compris ce que comprenait ce paiement et comment il va l'exercer au moment du check-in et du check-out du voyageur pour prendre le séjour et les extras éventuellement s'ils ont été confirmés. Donc sécurité et sécurisation sont deux éléments qui se traitent différemment, mais que l'industrie s'est adressée si on met les moyens humains. L'IA couvre une partie, mais je vous garantis, et je pense que vous le savez bien, essayez d'appeler un hôtel par une IA dans certains pays du monde, en leur demandant de générer et d'opérer une action très particulière, ça reste un challenge. Donc l'humain derrière est très important, il faut les équipes qui accompagnent ça. Quelqu'un d'autre veut ajouter une réponse ou ça va? Vous êtes tous d'accord avec Guillaume? Est-ce qu'on a une autre question? Une dernière? Non, on est bon? Eh bien, un grand merci à tous les 6 pour cette table ronde qui était passionnante. Merci, merci beaucoup. Ils sont encore là si vous voulez discuter avec eux individuellement. Merci beaucoup.